Bonsoir à tous. Tout d'abord, je m'appelle Ricardo Bertoni. Je suis étudiante en traduction en voie d'obtenir mon agrément en traduction spécialisée à la fin de l'année pour devenir traducteur agréé auprès de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec, au Canada. J'habite ici à Montréal depuis 14 ans, mais au total, je suis au Canada depuis 17 ans. Je travaille surtout dans le domaine de la traduction générale et spécialisée, domaine médical. Puis j'ai fait de l'interprétation générale et spécialisée dans le domaine de la santé, plutôt de l'interprétation consécutive et par le téléphone. Je travaille dans une compagnie à Winnipeg de façon remote. Et je travaille à la demande. Je suis pigiste. En anglais, on dirait freelancer, qui c'est aussi utilisé comme terme au Canada. Alors, on commence notre présentation. Je vais vous parler un peu des interprètes à la scène fédérale et privée au Canada. On va commencer tout d'abord dans la scène fédérale. On rencontre un petit peu comment ça a commencé l'interprétation au Canada, surtout à la Chambre des communes, qui est connue comme notre Parlement canadien. Tout ça a commencé en 1936 en Belgique. C'était le premier pays qui a mis l'interprétation au Parlement. Après de cette idée-là, de 1936, qui a été conçue en Belgique, en 1952, le député fédéral Jean-Eugène Lafrançois, il pousse l'implantation de la traduction simultanée au Canada. 4 ans après, un comité évalue les coûts de l'implantation de ce système et pour mettre en branle à la Chambre des communes. En 1959, il y a eu lieu la première interprétation simultanée à la Chambre des communes. Et 2 ans après, l'interprétation a été implantée au Sénat fédéral, au Canada. L'interprétation qui est faite à la Chambre des communes et même au Sénat fédéral, les interprètes ils reçoivent les matériaux à peu près à la veille de l'interprétation vers 18 heures. Et les gros du travail se sont faits dans les commissions parlementaires, à la Chambre des communes et au Sénat. Les débats dans les chambres, il y en a de l'interprétation, mais ils sont plus concentrés dans les commissions, qu'on appelle les commissions parlementaires. Quand on parle du nombre d'interprètes, on parle de 130 interprètes, donc 60 en poste permanent qui sont dans la fonction, sont fonctionnaires publics, et les autres 70 sont des sous-traitants. Ils viennent du secteur privé. Disons qu'il y a un manque de personnel pour combler une journée d'interprétation pour faire les relais. Ils vont chercher un petit peu dans les secteurs privés, c'est aussi, et autrement dit, ils vont sous-traiter ce service. On parle aussi de la norme de travail, quand on parle du temps qu'il faut faire de l'interprétation. La norme du bureau de la traduction, c'est le bureau qui a le rôle pour réglementer les métiers de traducteurs, interprètes et terminologues au Canada. Il suit pas mal les normes internationales, ce sont des 6 heures d'interprétation à 3 ou 4 heures d'interprétation à 2 personnes. Avec l'événement de la pandémie, de plus en plus, on a des vidéoconférences, soit en Zoom, soit en Google Meet, et ce temps a été réduit de 20%.
les temps d'interprétation, les temps de relais pour changer entre un interprète et l'autre. Des facteurs comme les bruits, les images, la connexion Internet a fait en sorte qu'il a réduit ces temps de relais. On parle un peu ici au Canada du rôle de l'interprète. Le but, c'est toujours d'interpréter tous les dialogues durant une procédure, soit une procédure judiciaire, soit on dirait une commission au Sénat ou au Parlement. Il faut que l'interprète ait une bonne communication. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle de langue entre les deux parties. Il faut que la communication soit vraiment claire. Dans le cas du Canada, de la langue d'origine vers le français ou l'anglais ou vice-versa. Le but, c'est que la communication, elle doit être claire tout le temps. Les deux parties doivent se comprendre. Ensuite, l'interprétation, elle doit être fidèle. Donc, celui qui parle, le locuteur, l'interprète, il prend le message, il faut que ça soit au plus fidèle possible. Il ne faut pas s'éloigner du contexte de ce que le locuteur parle. L'interprétation est faite de façon consécutive et simultanée. Les critères pour devenir interprète au Canada, il y en a 4. Il faut être citoyen canadien, avoir minimum un diplôme secondaire, des références professionnelles et surtout le respect au code de conduite des interprètes. Ce code d'interprète est établi par les bureaux de la traduction et ce sont des normes à suivre concernant les respects. Tout ce que j'ai parlé au dernier diapo par rapport à la fidélité de l'interprétation, la bonne communication, les obstacles et suivre les dialogues entre les deux parties. Tout ça doit être respecté selon les codes de conduite. Il y a aussi, pour ceux et celles qui sont intéressés de mettre à niveau leur formation, il y a une formation universitaire qui est faite au Glendale University, qui donne un Master of Conference Interpreting, MCI. C'est un programme de 2 ans où les premiers ans de la maîtrise, l'étudiant pourrait le faire en ligne. Et à la fin de cette formation d'1 an, il aura les titres d'interprète communautaire. S'il voudrait ensuite poursuivre ses études, il pourrait compléter la maîtrise avec une autre année de formation. Ces dernières années, il doit être fait sur place au campus de la York University à Toronto. Pour plus de détails, vous voyez la source d'information au www.glendon.york ku.ca/interprétation/. Il y a aussi les guides d'interprètes, parce que pas seulement au niveau de la Chambre des communes ou du Sénat canadien, les rôles d'interprète aussi pourraient atteindre même à diverses commissions que le gouvernement canadien a, comme la Commission d'immigration et du statut du réfugié du Canada. Cette commission est un tribunal administratif au Canada. Il fait partie du gouvernement. Il a pour le but d'aider les réfugiés qui n'ont pas encore la maîtrise de la langue française ou anglaise et ont recours au service d'interprète. Les moyens d'interprétation utilisés à la commission des statuts des réfugiés est fait en personne, par téléphone ou par vidéoconférence. On voit aussi les responsabilités des interprètes. Bien sûr, il faut qu'ils soient bien préparés, il faut qu'ils s'assurent de l'équité du texte, de la manière qu'il va transmettre les messages.
Il faut interpréter de façon fidèle, comme on a parlé dans les deux diapos précédents. Et surtout, il faut respecter la confidentialité de la commission, ayant un comportement très professionnel. On parle aussi des attentes de l'interprète auprès de la commission des services aux réfugiés, avoir du respect. Il faut donner un service de bonne qualité. Et bien sûr que la commission d'immigration et services aux réfugiés, elle offre de bons outils à l'interprète pour qu'il puisse préparer à son mandat d'interprétation. Il y a aussi un code vestimentaire, une tenue appropriée. Il ne faut pas arriver là-bas en short ou en sandail. Il faut vraiment garder une tenue vestimentaire bien appropriée. Il faut même passer une bonne image. Vu qu'on est professionnel, on doit... je parle surtout des mandats qui sont faits en personne, surtout que ce sont des procédures judiciaires. Il faut se présenter devant un tribunal ayant une tenue appropriée. L'interprète il doit être disponible à l'heure et la date de la procédure en arrivant de façon ponctuelle. Si possible, il faut arriver à l'avance. Et si jamais il a une annulation, il faut aviser les clients au moins 48 heures. Il faut donner un préavis de 48 heures en disant qu'il ne pourrait pas comparaître pour effectuer l'interprétation. Comment ça se fait la fin de la procédure? On la confirme avant de quitter le tribunal. Et puis, les heures sont tout de suite consignées au service. Alors, l'agence, dans ce cas-là, elle va computer les heures faites par l'interprète à ce moment-là, à la fin de la procédure. On parle aussi de la rémunération des interprètes. Ils ne sont ni des employés de l'immigration Canada, ni de la commission au statut des réfugiés. Leurs services sont retenus de manière contractuelle. Ils sont tout simplement des sous-traitants. Ils font leur salaire de manière contractuelle, par contrat, par mandat. On parle aussi, comme j'ai parlé précédemment, des commissions et ministères, surtout les demandeurs d'asile qui font un appel à la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada, l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, qui est le ministère responsable des services d'immigration et d'établissement et de réinstallation des citoyennetés au Canada, où ces deux organismes, l'interprète pourrait avoir un rôle très important en ce qui concerne leurs tâches d'interprétation. À quel moment la commission elle a besoin de l'aide d'interprète ou d'une interprète? Les droits à une audience équitable. Il faut vraiment être équitable. Il faut que ça soit égal entre les deux parties. Comment fournir ces services à la commission? Il faut d'abord, avant d'être engagé auprès de la commission d'immigration au service des réfugiés, il faut réussir un examen d'accréditation. Une fois passé cet examen, la commission fait appel à l'interprète qui a réussi l'examen et au moment qu'il y a un mandat, un contrat d'interprétation, ils vont appeler les dits interprètes. Avant et durant les services d'interprétation, si un nouvel interprète ou un interprète qui n'a jamais travaillé pour l'ARS, il faut qu'il donne, surtout c'est ça le but, donner une interprétation fidèle. Il faut vraiment être fidèle à ce que les locuteurs passent de manière fiable et équitable l'information à l'interprète pour qu'il puisse passer au juge ou à l'agent
qui va voir cette information de façon fidèle. Si l'utilisateur, dans ce cas-là, les clients, je donne exemple, les juges ou un procureur de la couronne, il n'est pas convaincu de la fidélité de l'interprétation, ça pourrait avoir des reformulations de réponses pour qu'il ne suscite pas de doutes. Il demande au client si il ou elle a bien compris l'information. Dans les pires scénarios, l'entrevue, les mandats est reporté. Et un autre interprète est engagé pour les mandats. L'utilisateur ou les clients demandent au client, l'utilisateur demande au client d'avertir en tout le temps. L'utilisateur, dans ce cas-là, les réfugiés, s'il ne comprend pas quelque chose, les questions doivent être posées à nouveau pour que l'interprète puisse passer de manière fidèle les messages auprès du juge ou du procureur pour que les messages soient équitables et clairs. On parle un petit peu, j'ai parlé dans ces dernières diapositives des interprètes au secteur public. Là, on va parler des interprètes au secteur privé. Surtout les services d'interprétation est fait sur les téléphones. Et les agences, ils vont engager les services d'interprétation pour desservir les hôpitaux, les services de police, les 911, les bureaux d'avocats, les sociétés d'assurance. Normalement, l'interprétation est faite de façon consécutive. Elle est moins payée que le secteur public. La profession d'interprète, c'est une profession réglementée par l'OTIAC, c'est l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Où je suis rendu, on parle du salaire. Dans cette diapo, on parle de la moyenne salariale à la fonction publique, c'était de 60 000 $ par année. À la fonction privée, autrement dit, faite par des agences, la moyenne salariale est comptée à la minute, c'est 65 cents par minute d'interprétation en moyenne. Et comme interprète autonome, la moyenne est de 400 $ les jours d'interprétation. Bien entendu, les journées d'interprétation et la journée de préparation ne sont pas prises en compte, ne sont pas computées dans ces 400 $. Ici, vous voyez les sources bibliographiques où j'avais pris toutes ces informations. Si vous avez des questions, soyez la bienvenue de me la poser. Et je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup. Bonne soirée.